On n'avait aucune idée de savoir combien de gens allaient être intéressés par le sujet, puis allaient venir assister à la conférence. Alors, on est content de vous voir en très grand nombre, finalement. Je m'appelle Marie-Chantal Fortin. Je fais des événements avec la Ville de Cap-Santé. Et puis, entre autres, je suis coordonnatrice du marché du Noël d'antan. Et si vous êtes venus au marché du Noël d'antan au cours des 2 dernières années, vous avez dû voir qu'on avait les Filles du Roi qui étaient présentes sur le site. Donc, on travaille en collaboration avec la Société d'histoire des Filles du Roi depuis 2 ans. Et l'année passée, lorsqu'on a eu une première rencontre, on a appris, moi je ne le savais pas, et je crois qu'il y a probablement presque personne à Cap-Santé qui le savait, c'est que cette année, c'est le 350e anniversaire de Marie-Marthe Payan, qui est la seule Fille du Roi qui est venue s'installer à Cap-Santé. Alors nous, on a su ça dans une réunion il y a à peu près 1 an. On s'est dit, ça va être en même temps que le 20e du Noël d'antan, on ne peut pas passer ça sous silence. En fait, elle n'a pas 350 ans, mais ça fait 350 ans qu'elle est arrivée. Oui, c'est ça. Merci. C'est pour ça qu'on a une spécialiste dans la salle, puis pas moi. Mais moi, j'ai juste retenu 2020, 350 ans. Je me suis dit, il ne faut pas passer à côté de ça. Alors, on avait le projet de faire cette conférence-là, justement, pour en apprendre plus, moi, la première. Et puis, à l'automne, on était beaucoup trop occupés pour organiser ça. Donc, on a voulu faire ça tôt dans l'année pour voir qui ça intéresse d'en savoir plus sur les Filles du Roi. Alors moi, comme je ne suis pas la spécialiste, je vais m'arrêter ici. Je vais vous présenter Mme Danielle Pinsonneau, qui est la présidente de la Société d'histoire des Filles du Roi, qui est accompagnée de quelqu'un de spécial. Aujourd'hui, on a la grande visite. Et oui. Sans plus tarder, moi, je vais m'asseoir, puis je vous laisse la parole. Bien, je vous présente une fille qui est arrivée, elle, en 1663. Tu avais quel âge déjà? 20. Elle avait 20 ans, puis elle est arrivée en 1663. Faites le calcul. Elle est pas mal vieille, mais elle est capable de faire sa soirée pareil, je pense. L'hiver, j'ai fait ma sieste après-midi. L'hiver, ça nous conserve. Hein? Bien. Alors, elle s'appelle Louise Charrier. Elle ne s'est pas établie à Cap-Santé, mais ça, c'est une autre histoire. On y reviendra pour qui s'est établi à Cap-Santé. Alors, on va faire la conférence à 2 voix. Moi, je fais la narratrice, celle qui parle de qui a fait quoi, puis dans quel contexte, puis pourquoi, comment. Puis comme elle était sur le bateau, puis elle a vécu tout ça, bien, toutes les fois qu'on arrive sur une partie du sujet qu'elle connaît bien, bien, je lui cède la parole. Alors, comme ça, bien, on ne se pile pas sur les pieds, en tout cas pas trop. Des fois, elle me dit « Chut, tais-toi, c'est mon tour. » Bon, correct. Donc, on se parle des Filles du Roi. Vous savez, maintenant, ça fait depuis 2008 qu'on fouille dans tout ça. Et encore, moi, quand j'ai grandi, j'ai jamais entendu parler des Filles du Roi. Jamais, au grand jamais. Ma mère non plus, les gens de mon âge non plus. Il y en a qui commencent maintenant l'école primaire, 4e année, on commence à parler des Filles du Roi. C'est comme si ces femmes-là n'étaient jamais venues, on n'a jamais entendu parler, sauf qu'il y a du monde qui placotait, qui disait toutes sortes d'affaires, pas très gentilles sur leur dos. Vous avez dû entendre déjà des raconteurs. Oui? Pas trop jolis à raconter non plus. Mais notre but, nous autres, comme société, entre autres, c'est de faire tomber toutes ces niaiseries-là qui ont pu être dites sur leur dos. Puis on va vous prouver que c'est pas vrai. Puis on va vous expliquer pourquoi ça a pris tant d'espace. C'est comme un espèce de vieux numéro d'Allo-Police qui traîne, là, puis que tout le monde relit, puis pense que c'est vrai, puis bon, il croit tout ça. C'est faux, totalement faux. Donc, on va faire ça à nous deux. Le petit document qu'on vous a passé tout à l'heure, j'en ai passé pour tout le monde, mais vous regarderez ça à 2. Simplement vous dire... Non. Où est-ce qu'elle est mon image? Voilà. Simplement vous signaler, ça a été fait par Sophie Moisan, qui est une fille, une peintre pas trop loin par ici. Là, elle vient de Saint-Raymond. C'est ça? Rivière-Pierre. Ce qui est intéressant là-dedans, d'abord, vous allez voir, ça ressemble un peu à voyons, on appelait ça. Picasso? Quand il y a des lignes comme le vitrail, parce qu'elle faisait du vitrail avant. Mais si vous remarquez bien, on voit l'eau, hein, le fleuve. Elles arrivaient toutes par le fleuve. On voit une terre qui commence à être défrichée, hein, il y a de la verdure, etc. Puis dans ses mains, ce qu'elle tient là, ça va être la Nouvelle-France, qui va devenir le Québec. C'est un petit arbre qui est en train de poindre, avec un petit peu l'allure d'une fleur de lys, un brin. J'ai toujours trouvé cette image-là, cette manière de représenter la Fille du Roi comme un vrai cadeau. Je trouve que c'est tellement ça.
ça montre exactement que c'est ces femmes-là qui ont mis au monde le Québec qu'on a maintenant, avec, pas toute seule, bien sûr. Mais si on ne les avait pas eues, on ne serait pas là. Je peux vous dire ça. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai besoin de vous parler un petit peu. Il n'y a personne ici qui a l'expérience d'avoir vécu 100 ans. Hein? Bon, allez-vous en par ici un peu, ça va me prendre quelqu'un. Tassez-vous donc un petit brin. 2 petits brins, 3 petits brins. 2 petits brins, 3 petits brins. Oh, il va falloir qu'on t'enlève ton image de là. On m'enlève mon image de là. Fais juste avancer de 1, je pense. Oui. Voilà. Bon, allez-vous arriver à voir un peu? Vous pouvez regarder votre feuille aussi. Simplement, non, je ne prendrai pas ça, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Ce qu'on sait, c'est que, ce qu'on se rappelle à peu près tout le monde, c'est qu'en 1608, on a fondé Québec. Qui ça? Champlain. Ce qu'on ne sait pas, puis qui a réapparu dans l'histoire il n'y a pas si longtemps, c'est que si Champlain a pu bâtir Québec, puis plus tard qu'on ait Trois-Rivières, puis Montréal et tout le reste, c'est qu'il s'est passé quelque chose en 1603 qui a rendu ça possible. Champlain voyageait déjà avec un autre monsieur qui s'appelait Dugas-de-Mont. Il est allé en Acadie, il était venu déjà dans le coin de Tadoussac, parce qu'en 1600, juste l'année 1600, à Tadoussac, ils ont construit un fort, une espèce de petit fort, qui allait devenir comme le premier comptoir de fourrure. Bon, là, il a laissé du monde là, il y en a qui n'ont pas passé l'hiver, ils ont trouvé ça trop dur, ils sont morts, mais il y en est resté quelques-uns. En 1603, ils reviennent tous les deux, et là, quand ils débarquent, le 16 du mois de mai, il y a une fête. Il y a plein d'Amérindiens, il y a des Malécites, des Algonquins et des Montagnais, et il y a une grosse fête parce qu'ils sont en train de fêter les batailles qu'ils ont faites avec les Iroquois, puis ils ont eu gain de cause, alors c'est le gros party, eux autres, ils appellent ça une tabagie. Moi, ça me fait penser au magasin qui s'appelait une tabagie, puis ils vendaient des cigarettes. Ben, eux autres, ils fumaient, mais c'était pas la cigarette, c'était le calumet, là. Bon. Toujours est-il qu'ils se mettent à jaser, et Champlain avait amené 2 Amérindiens avec lui en France l'année d'avant. Alors là, ils revenaient, puis vous comprenez bien qu'ils avaient appris le français entre-temps. Donc, ils étaient devenus capables d'articuler des choses entre Champlain et les autres Amérindiens. On appelait ça, ces gens-là, des truchements. On dirait des traducteurs maintenant, mais ça s'appelait des truchements. Alors là, il a expliqué aux gens qui étaient tous réunis sur les grosses roches en face de Tadoussac qu'il avait été très, très bien reçu par le roi en France, puis que le roi de France était prêt à faire mer et monde pour les aider à se débattre contre les Iroquois, qui lui faisaient plein de troubles, puis qu'on pourrait faire quelque chose comme vie commune, toute notre gang ensemble, aussi bien les Français que les Amérindiens. Alors, ce qui s'est passé, pour faire une petite histoire courte, c'est qu'ils ont signé une espèce de traité d'entraide et de paix, si on peut dire, entre les Français et les différentes tribus amérindiennes. Évidemment, les Iroquois n'étaient pas là. Puis les autres tribus amérindiennes sont entrées dans ce traité-là par la suite. Le but étant d'essayer de garder tout ce beau monde-là en paix, puis que le commerce des fourrures puisse se faire. Les Français ne venaient pas rien qu'ici pour les beaux yeux des Amérindiens. Mais ils n'avaient pas envie de toutes les tuer comme d'autres ont fait dans d'autres situations. Donc, parce qu'il y a eu cette tabagie sur les roches en face de Tadoussac en 1603, tout à coup, qu'est-ce qu'on voit arriver? En 1634, il va y avoir la fondation de Trois-Rivières. Montréal va être fondée par Maisonneuve et Jeanne-Mance. Maintenant, on dit qu'il n'était pas tout seul. Et Jeanne-Mance en 1642. Sauf que ce qu'on ne sait pas, qu'on a oublié, c'est qu'en 1629, les fichus Anglais ont pris Québec. Vous savez que l'Angleterre et la France étaient toujours dans les vieux pays, comme disait mon père, là, ils étaient toujours en guerre. Avec la Hollande des fois, avec l'Espagne d'autres fois. Eh bien là, il avait fait un traité de paix, eux autres, en Europe, mais lui, là, il ne savait pas, quand ils sont venus prendre la ville de Québec, le capitaine de ça, il ne savait pas, lui, il n'avait pas su ça, il était parti depuis trop longtemps. Bien, finalement, pendant 3 ans, Québec s'est presque tout vidé. Il est resté quelques personnes. Les autres sont tous repartis pour la France. Et c'est juste en 1632 que quand tout le traité de paix a ordonné à la France la ville de Québec, que ça a continué. Mais Québec, là, quand tu avais la ville de Québec, tu avais tout, hein? Il n'y avait rien d'autre à cette époque-là. On fonde Montréal. 1650, les Iroquois continuent à faire du trouble. Ils vont même arriver à quasiment exterminer tous les Hurons qui étaient dans le coin des Grands Lacs, ce qu'on appelait les pays d'en haut.
Et puis finalement, les seuls qui sont restés, on les a amenés sur le bout d'une pointe à l'île d'Orléans. Les Iroquois, au bout d'un certain nombre d'années, ils ont retrouvé là, puis ils ont encore ravagé un nombre. Pour le petit groupe qui restait, on les a amenés à l'intérieur du fort à Québec. À un moment donné, vers 1660, les gens qui savaient un peu ce qui se passait avaient très, très peur. Ils se disaient, juste au sud de nous autres, là, on ne savait pas encore qu'un jour ça s'appellerait Boston ou New York, mais il y avait déjà 40 000 personnes. On était à peu près 2500 ici. Ça fait ça que les gens avaient très peur qu'un jour ou l'autre, on se fasse bouffer tout cru par les Hollandais et les Anglais qui étaient en train de s'installer. Et eux autres, ils n'y allaient pas avec juste 10-12 personnes à la fois. C'était des bateaux entiers. Donc, évidemment, on est un petit peu par ici. Ouh! Attention, ça entend, là, c'est fragile. Tes yeux. Bon. Mettons ça dans la lumière un petit peu. Toujours est-il que le roi Louis XIV arrive au pouvoir, jeune roi, 22-23 ans. Et là, il y avait du monde qui lui donnait des conseils. Il commençait, lui, là. Il y a plein de gens, par ailleurs, qui disaient « Sire, vous devriez fermer ça, la vallée du Saint-Laurent. Ça n'a aucun avenir. » Il y en a d'autres qui disaient, comme Colbert, son grand ministre des colonies, en qui il avait bien confiance, bien, il disait « Moi, je pense qu'il y a encore quelque chose à faire. On devrait investir plus. Puis, il le faut. » Bon. Finalement, heureusement, que Louis XIV a pris le bon côté des choses, puis a dit « C'est correct, on va faire ce qu'il faut. » Il a posé 2 gestes majeurs en 1663. Dans le fond, ça va sauver la Nouvelle-France. Rien de moins. Il dit, d'abord, je vais créer un conseil souverain. Ça va être comme un peu le gouvernement de la Nouvelle-France, mais qui va être lié à moi directement en France. Il y avait un conseil souverain dans le coin de la Provence, il y avait un conseil souverain en Bretagne, il y avait un conseil souverain dans tous les coins. Deuxième chose, il dit, comme il y a à peu près que des hommes en Nouvelle-France, puis que la colonie n'arrive pas à se peupler, bien, je vais envoyer des filles à marier. Les filles à marier, c'est pas du tout péjoratif, là. Ça voulait juste dire des filles libres de se marier. Alors, soit qu'elles sont veuves, assez jeunes mais veuves, ou des jeunes femmes qui sont prêtes à fonder des familles. Alors, c'est comme ça que les premières vont arriver en 1663, le premier automne exactement où il est au pouvoir, et jusqu'en 73. Ça veut dire 11 années bien comprises, qu'un doigt de plus, parce que c'est 73 y compris, voilà. 11 ans, il arrive 761 femmes. En 11 années. Ils sont toutes là, les noms qui sont en haut de la carte. C'est le plus grand nombre qui arrive en si peu de temps. Autrement, ils arrivaient 4-5 une bonne fois, une dizaine une autre fois, 12 l'année d'après. Bref, ça n'arrivait jamais à changer le portrait. Et, allez, un petit peu. Et en 1683, voyez-vous, les dernières étaient arrivées en 1673. 10 ans plus tard, la population a triplé. Des bébés, là, ces femmes-là, elles en ont fait, et toutes celles qui vont venir après aussi. Imaginez, là, en 11 ans, en 10 ans, on a triplé la population. On passe de 2000, 2500 à plus de 10 000. Ici, je passe rapidement, mais il y a un recensement en 1698, on est rendu à 15 500 personnes. Puis en 1701, là, on change de siècle, mais là, il va arriver quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il y a des gens qui vont réussir à signer une grande paix. On va en avoir pour... Cette fois-là, ça va marcher pendant longtemps, entre les Iroquois, toutes les peuplades amérindiennes. Il y était une quarantaine de groupes amérindiens différents. Imaginez la cérémonie qu'il fallait préparer pour cette affaire-là. Ça a pris des années à mettre en place, mais ça s'est fait. Merci beaucoup. Alors, voilà. Ça, c'est une idée rapide de ce qu'était le siècle duquel on parle. Alors, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On commence notre histoire parce que la Nouvelle-France est en panne, ça va pas bien. C'est rien qu'un comptoir de fourrure à peu près. Les rois précédents avaient donné des contrats à des gens qui possédaient des bateaux, des gros bateaux là, pour traverser l'Atlantique, à des armateurs, de venir chercher les fourrures, oui, mais en même temps d'amener des colons, toutes les fois qu'ils viendraient. Il y avait un contrat. Puis c'était même dit qu'il fallait qu'on amène autant que ceci. C'était des petites lettres, probablement, en bas du contrat. Ça ne marchait pas vraiment. Et la situation était qu'en Nouvelle-France, il y avait de 6 à 14 hommes pour une femme, dépendant des lieux. À Québec, c'était le cas. Évidemment, à Trois-Rivières, ça peut-être différent un peu, dépendant des lieux qui étaient déjà commencés.
Il y a beaucoup d'engagés qui venaient de France pour des 3 ans. C'était des contrats de 3 ans, règle générale. On les appelait des 36 mois, ces gens-là, règle générale. Il y avait un contrat. Souvent même, ils partaient de France puis ils savaient pour qui ils allaient travailler. C'était réglé là-bas. Je vais travailler pour tel seigneur, je vais travailler pour des religieux, je vais travailler pour mon seigneur un tel, je vais faire ceci, je vais faire cela. Puis au bout des 3 ans, ils étaient libres de rester sur place si ça leur tentait, ou de retourner en Nouvelle-France. Puis on allait payer leur voyage, puis bon. Mais pour rester, il fallait qu'ils puissent se marier. Parce qu'on ne voulait pas les garder là pour leurs beaux yeux. L'idée, c'était que s'ils restent, ils se marient, le roi leur cède une terre en bois de bout. Vous savez tout ce que ça veut dire, ça? OK. À l'université, l'année passée, j'ai dit ça, une terre en bois de bout, puis tout le monde m'a regardé. J'ai dit, ben voilà, hein, tu es des jeunes de 21 ans, là, des terres en bois de bout, ça n'a pas l'air qu'ils savent c'est quoi. En tout cas, à Québec. Et puis, ces gens-là, donc, s'ils retournaient en France, c'était comme du matériel perdu, là. Ils s'étaient accoutumés, ils connaissaient la Nouvelle-France, ils s'étaient habitués à l'hiver, on espère. Mais là, même s'ils avaient voulu se marier, il n'y en avait pas de filles à marier, même si on pouvait épouser une fille à 12 ans à l'époque. Essayez d'imaginer vos petites filles, là, mariées à 12 ans. Moi, ça me fait frémir. Bon. Puis, on avait très peur de l'évasion, raison de plus pour faire des familles, puis venir à bout qu'il y a du monde, du monde, du monde. Donc, je vais aller plus vite parce que je vous en ai dit un bout tantôt. Le roi Louis XIV commence son règne, il a pris les 2 décisions que vous savez, etc. Les filles à marier, c'était qui ça? D'abord, c'était des femmes qui étaient recrutées de manière systématique sous la gouverne de Colbert, son ministre des colonies. Puis il avait engagé plein de monde pour aller dans des lieux où on pourrait trouver des filles qui étaient prêtes à partir, traverser l'océan. Ça, c'est pas un cadeau. Puis, s'en venir ici, bien là, on va les trouver où? Ils sont allés dans des maisons de charité, des hôpitaux généraux, des hospices. Il n'y avait pas d'endroit qu'on appelait des orphelinats. C'était des noms semblables. Mais au fond, par exemple, dans une maison de charité, c'était beaucoup des filles qui n'avaient plus rien où aller, plus de parents, dans la rue. Les hôpitaux généraux, c'était des endroits pour des gens qui étaient sans le sou, souvent des personnes âgées, des gens qui étaient totalement isolés, dans la dèche complètement, donc on les amenait dans ces endroits-là. C'était pas pour soigner des problèmes de vessie ou de genoux, c'était pour aider les gens mal pris. Et les hospices aussi. Ce qui fait que les gens que Colbert a recrutés, il les envoyait dans ces maisons-là, dans les grandes villes, Paris, Rouen, Dieppe, ça allait aussi à La Rochelle, à plusieurs autres villes de moindre importance peut-être. Mais là, il allait expliquer aux religieuses qui tenaient ça, d'en parler avec les femmes présentes, mais il fallait, cependant, il ne prenait pas n'importe qui. Il fallait des femmes qui soient vraiment décidées à partir puis qui avaient du tonus. Vous allez voir pourquoi. Et puis, il y a des curés de Paris aussi qui ont commencé du recrutement. On va vous en parler plus. Ça, c'est notre groupe quand on était allé en 2013. On est en avant de la porte principale de la Salpêtrière, qui est un de ces endroits-là, qui au départ s'appelait La Pitié. Ça vous donne un peu l'idée des gens. On prend pitié de ce pauvre monde qui est dans la rue. Et ça a été créé en 1612. Donc, ça avait déjà, quand on est arrivé là en 2013, ils étaient rendus à fêter leur 401e anniversaire. Et c'est un immense grand terrain avec un intérieur avec plein d'ailes différentes. Donc, c'était un des endroits où on retrouvait ces filles-là. Vous voyez là une carte de Paris, de l'ancien Paris. Et plus le cercle noir est gros, par exemple vis-à-vis Saint-Sulpice, ça veut dire plus il est venu de femmes de cette paroisse-là dans Paris. Alors, évidemment, c'est pas égal. Mais donc, on voit qu'un cercle comme ça peut vouloir dire jusqu'à 46, 50 filles, ce qui est le cas de Saint-Sulpice. Et le curé de Saint-Sulpice, il s'appelait M. de Breton-Villiers. Lui, il en parlait en chaire le dimanche. Il connaissait bien son monde, hein, dans son coin de ville. Puis il disait aux gens, vous savez, le roi a tout un beau projet, l'autre côté en Amérique, pour faire une neuve France, comme on disait. Puis il disait aux gens qui étaient là, vous savez, si vous avez de la misère à survivre, si vous pensez que vous n'en sortirez pas, venez me voir à la sacristie, puis il y aurait peut-être moyen que certaines de vos filles puissent partir. Mais cette neuve France, il fallait qu'elle soit catholique. Mais la France, c'est catholique.
Mais vous savez déjà qu'il y a eu des problèmes avec les protestants, puis des protestants, il y en avait à cette époque-là. Ça faisait pas mal un bout de temps aussi. Mais à part la religion, il fallait que ce soit des femmes fortes, saines, en santé, capables de passer au travers à peu près n'importe quoi. Évidemment, le plus souvent, celles qui se sentaient prêtes de partir, c'était des femmes qui avaient une moyenne de 24 ans. Ça veut dire qu'il y en a qui pouvaient avoir 14 ans, puis il y en a d'autres qui étaient peut-être rendues à 30, 32, 34, mais qui choisissaient de partir. Il y a eu, chez les spécialistes, pendant longtemps, le doute de se dire, est-ce qu'ils voulaient vraiment partir? Ou bien on les a poussés dans le dos un peu. C'est sûr qu'elles étaient dans des établissements où c'est l'argent du roi ou des gens fortunés comme lui qui permettaient que ça roule, ces endroits-là. Mais c'était pas paradisiaque, comment vous dire. Il fallait qu'ils lavent les planchers puis qu'ils travaillent un peu pour faire valoir un peu, faire quelque chose pour rentabiliser la chose. Et puis, il y a des femmes qui ont passé, malgré ils ont fait bien attention pour prendre que des catholiques, mais ça, c'est pas écrit dans le front de personne. Hein? Il y en a qui ne l'ont pas dit. Personne n'a bavassé. Fait qu'ils ont pu prendre le bateau, puis sont arrivés ici, hommes ou femmes, mais dans le cas des femmes, il y en a eu qui étaient des protestantes. Ça ne fait pas du mauvais monde pour autant. Mais dans ce temps-là, eux autres, il y avait eu tellement de problèmes avec les questions de religion dans le coin qu'ils ne voulaient pas que ça recommence en Nouvelle-France. Comment ça se fait qu'ils ont pu avoir une réputation aussi épouvantable que de faire dire que c'était des filles à la cuisse légère, que c'était probablement des filles qui traînaient dans les rues, des putains, des prostituées et je ne sais pas quoi d'autre? Nos parents pensaient ça, pour ceux qui savaient au moins qu'il y avait eu des filles du roi. Ça circule encore, 3 siècles et demi après. Comment ça se fait? À force de lire, moi je ne suis pas une historienne, je suis une enseignante, mais j'ai tellement fouillé là-dedans que j'ai fini par trouver, je pense, la vraie raison fondamentale. C'est que les gens qui venaient de France, en France à cette époque-là, avec les gens, avec la royauté, puis les nobles, puis les gens avec des statuts sociaux très... Tu sais, il y avait bien des échelles là-dedans. Hein? On pouvait être du petit monde, là, comme nous autres, là. Tu sais, des filles du commun, des filles ordinaires, le monde ordinaire. Mais là, il y avait bien des strates comme ça. Puis plus on montait dans les strates sociales, bien là, plus on regardait les autres comme étant du monde. C'est qui ça? Je sais qu'elle vient. Je sais même pas d'où qu'elle vient. Elle n'a jamais été école. Regardez l'allure. Ça reste encore, ça, des fois, dans nos milieux. Tu sais, les jugements qu'on peut faire comme ça, juste sur l'habillement de quelqu'un, sur son allure première. Bon. Donc, c'était très installé comme manière de juger les gens à partir du statut social où toi, tu logeais. Donc, il y avait de ces gens-là qui sont emmenés ici, qui étaient déjà des gouverneurs peut-être, ou des soldats, ou des gens de toutes sortes de fonctions différentes, qui étaient ici même. Et quand ils voyaient débarquer des jeunes femmes du gros bateau en face de Québec, parce qu'il n'y avait pas de quai, mais en tout cas, ils débarquaient dans des petites barques, eh bien, oui, ils étaient contents qu'il arrive des personnes pour peupler, mais on n'avait pas une très haute opinion. Alors, c'est de là qu'est venue cette idée que ces femmes-là, bah, faut bien les endurer, on a besoin d'eux autres, mais ça vaut pas cher. Et en plus, compte tenu qu'on disait en France, quand le roi envoyait des gens en Nouvelle-France, il disait des fois en Nouvelle-France, ou bien il disait en terre d'Amérique. OK? Et là, il y a eu, à partir de 1684, donc quand même une bonne douzaine d'années plus tard, ce même roi-là a commencé à envoyer dans les Antilles françaises, francophones, des personnes qui sortaient de prison, hommes et femmes, pour toutes sortes de motifs. Parce que là-bas, il commençait à travailler la canne à sucre. Il y avait des gens qui avaient de l'argent, qui s'étaient installés là, eux autres, ils faisaient les seigneurs, puis ça leur prenait du monde travailler. Ça leur prenait des esclaves. Et puis, bon, mais tant qu'à payer pour les nourrir dans la prison, ils ont dit, bon, on va les envoyer travailler, on va leur faire du bien. Hommes et femmes. Et donc, là, c'est devenu, dans ces coins-là, des genres de colonies pénitentiaires. Ce que la Nouvelle-France n'a jamais été. Jamais la Nouvelle-France, dans la tête du roi, devait être un endroit où tu enfournes tout ce monde que tu ne veux plus voir. Mais dans ce coin-là, oui. Puis quand il disait, on les envoie dans les Antilles françaises, bien, on parlait du Canada francophone. Ces gens-là n'étaient pas instruits pour la grande majorité en France. Qu'est-ce qu'ils comprenaient de différence entre les Antilles françaises, le Canada français, la France, la Nouvelle-France? C'était tout mêlé. Donc, tout ça s'est confondu, puis ça a fait une grosse soupe au pois. Rapidement, les gens nous disent d'habitude, bon, oui, mais fille à marier puis fille du roi, d'abord, c'est pareil.
presque, mais pas tout à fait. Au 17e, tout le temps, là, le siècle dans lequel on est, qu'on soit venu au début, au milieu ou à la fin du siècle, on est toutes des filles à marier. C'était le vocable pour dire des filles libres de se marier s'en vont se marier en Nouvelle-France. Mais maintenant, les filles à marier, ça a été celles qui sont arrivées avant nous. Voyez-vous, nous autres, on arrive à partir de 1663 jusque-là. Donc, on nous a surnommés, mais c'est Marguerite Bourgeois qui a trouvé ça à un moment donné. Elle écrivait ses mémoires, pas longtemps avant de mourir. Puis elle disait, ces femmes-là, là, celles-ci, là, dans le fond, c'est comme si elles étaient les filles du roi Louis XIV. Parce qu'il leur a donné tout ce qu'il fallait pour qu'elles puissent s'en sortir. Il a payé la traversée de bateau. Il leur a payé une dot. Parce que pour se marier à l'époque, il fallait que papa paye une dot. Ça va bien si c'est un papa. Mais les 2/3 de ces filles-là étaient orphelines. Alors comment ils vont pouvoir se marier? Parce que les Français qui sont là-bas, eux autres, ils marchent selon le même système, hein, qu'ils connaissent. Donc c'est pour ça qu'il dit, je vais payer leur transport, je vais payer leur dot rendu là-bas, puis on va les aider à se nourrir puis à survivre jusqu'à temps qu'ils aient commencé à se faire du terrain puis avoir des potagers. Donc c'est la seule différence. Les filles du roi, on les place là, c'est les 761 filles qui sont venues à la demande du roi. Les autres qui sont venues avant et après 1663-1673, c'est d'aussi bonnes personnes, mais ils venaient selon leur envie de venir. Ils n'étaient pas poussés par le roi, le bagage, pas le bagage, mais leur traversée n'était pas payée par le roi. On ne les aidait pas d'aucune manière. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui venaient non plus. Alors, voyez-vous, tout ce qui a changé, là, quand le roi avait décidé qu'il enverrait des filles, puis qu'il verrait à ce que la population augmente, puis qu'on ait des familles, c'est comme ça qu'il l'a fait.